Parfait. Donc, bonsoir, bienvenue tout le monde à cette séance régulière du mois d'octobre. Donc, un projet d'ordre du jour qui était disponible à votre table. Je veux souhaiter la bienvenue à des nouveaux membres autour de cette table-là. Donc, des gens qui ont été élus par l'acclamation. Donc, M. Jean-Pierre Bordelot de Saint-Stanislas qui est là. Voilà. Donc, il a été réélu par l'acclamation M. Daniel Houle de Saint-Luc-de-Vincennes. De Notre-Dame-du-Mont-Carmel, M. Luc Dostalaire, qui est de retour aussi, sans opposition. Mme France Bédard de Saint-Prosper aussi. Et on a appris aujourd'hui que pour Saint-Anne-de-Pérade, M. Hugo-Pierre Bellemare a été élu par l'acclamation, donc suite au retrait d'une personne, il restait une personne qui s'est retirée, qui s'est désistée. Donc, félicitations, M. Hugo-Pierre. On accueille M. Sébastien Marchand. Voilà. Donc, on est prêt à y aller pour l'ordre du jour. Vous avez oublié le maire de Saint-Narcisse. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. J'ai été aussi élu par l'acclamation. Il y a le maire de Saint-Maurice, ici, ça a l'air qu'il n'y a pas eu de... Ah non, il y a pas eu de... Ah ben oui, c'est vrai, il y a de l'opposition. Les autres sont en élection, fait qu'on va voir ça au début novembre. Fait qu'on est en novembre pour nous applaudir. C'est ça. On aura bien l'occasion de se reprendre à ce moment-là sans aucun problème. Donc, l'ordre du jour était disponible à l'entrée. Ça prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Christian Fortin, appuyé par M. Daniel Houle. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre qui vous a été remis, s'il est conforme, il me paraissait conforme. Ça prendrait une proposition pour l'adoption avec dispense de la lecture. Ça vous convient, M. Bruno? Oui. Donc, M. Gérard Bruno, appuyé par M. Christian Gendron. En gestion du personnel, on a au point A l'embauche d'une adjointe administrative à temps partiel pour le service des transports. Peut-être M. Barry donner des informations là-dessus. Oui, vous avez vu dans les dernières séances, on avait aboli le poste de direction du service de transport, mais même un peu avant cette décision-là, on avait quelqu'un qui était là 3 jours semaine pour venir nous supporter administrativement. Puis aussi, on a la chance d'avoir une personne qui a ses classes pour pouvoir conduire des véhicules. Donc, elle nous dépend lorsqu'il y a des maladies ou des congés ou des imprévus. Donc, on vient avec cette résolution-là procéder à l'embauche. Premièrement, la création d'un poste temps partiel à 3 jours semaine pour notre service de transport. Puis, du même coup, on propose l'embauche de Mme Josée Roy, c'est ça, comme adjointe administrative pour le service de transport. Donc, comme je disais, Mme Roy a de l'expérience dans le domaine municipal et aussi elle a ses classes pour conduire des minibus. C'est le meilleur des deux mondes pour nous. Exactement ça. On peut maximiser son temps de travail finalement, ça peut nous dépanner. Ça prend quand même une résolution pour procéder à l'embauche. M. Daniel Houle, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. On a rajouté un point B, j'avais oublié de le mentionner, donc c'est l'embauche d'un coordonnateur au service d'évaluation foncière, parce que M. Marc Thibault, qui était notre responsable, notre coordonnateur à l'évaluation foncière, prend sa retraite. Et donc, on avait fait il y a un processus d'appel de candidature qui a été fait et à l'interne et à l'externe. Il y a eu des entrevues qui se sont passées très récemment, finalement, aujourd'hui même. Ce matin même. Je ne sais pas si M. Gendron, qui a assisté aux entrevues, voulait... Moi, je peux en parler. J'étais au comité de ressources humaines. On a fait des entrevues ce matin. Il y avait 3 candidats, 3 bons candidats. Il y en a un candidat qui s'est démarqué, M. Nicolas Gilbert. Il part avec 2 prises parce que c'est le neveu de M. Jean Gilbert. Mais quand même, c'est une personne calme, très sérieuse. Donc ça calme et sérieuse, mais c'est moi ça. Non, on parlait de votre neveu. Fait qu'effectivement, ça a été une belle entrevue. Nicolas travaille déjà pour la MRC comme technicien en évaluation là, depuis le début 2024. Et aussi une belle expérience dans la région de Granby, 7-8 ans, comme technicien et supervision, environ 1 an d'une équipe. Donc, notre recommandation au Conseil des maires est d'embaucher M. Nicolas Gilbert à l'échelon 3. Il y a 5 échelons, mais on reconnaît quand même
un échelon 3 là, pour l'expérience acquise depuis des années. Puis c'est une personne qui veut travailler en équipe. Tout semble être très bien là, pour le remplacement, puis plus tard, il faudra afficher un poste là, pour le remplacement comme technicien. Du fait qu'il soit de l'interne, ça facilite aussi l'intégration puis la connaissance de toutes les plateformes informatiques. Absolument, c'est une bonne connaissance, puis un très bon réseau de contacts. Donc, son nom devrait prendre l'exemple. Ça va bien. C'est ça. Donc, voilà, fait que recommandation d'embauche. Excellent. Fait que M. Bruno en fait la proposition, appuyé par Mme France Bédard. Au point 5, finances, matériel, équipement et bâtisses. Au point A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Est-ce que vous avez des questions sur cette liste-là? Sinon, une proposition par M. Christian Fortin, appuyé par M. Sébastien Marchand. Au point B, les prévisions budgétaires 2026 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie qui nous ont été présentées. Donc, essentiellement, je pense que les grandes lignes, c'est qu'on conserve à peu près les mêmes tarifs que cette année que l'année dernière. On avait subi des hausses quand même assez importantes sur certains aspects. Effectivement, donc à peu près pas d'augmentation dans aucune des compétences. Baisse un peu du budget. Les gens se souviennent peut-être que le site de Saint-Étienne-des-Grès, on a exproprié West Management il y a déjà de nombreuses années. Ce règlement d'emprunt-là s'est terminé l'an dernier. Alors, les sommes qui étaient attribuées à ça sont plus nécessaires. Fait que le budget baisse de quelques millions. Mais sinon, là, on est pas mal stable au niveau de la facturation là, qui va être faite aux villes et au MRC là, pour l'année 2026. Puis un beau tableau comparatif que vous nous avez envoyé par courriel aujourd'hui, qui démontre un petit peu là, les montants qui avaient été investis, la valeur comptable des équipements, des immobilisations, la valeur des emprunts. Je pense qu'il y a quand même une belle progression, une diminution des dettes au travers des années, puis la valeur des équipements quand même qui continue de s'améliorer avec les compétences. Effectivement, c'est sûr que là, il y a eu toute la construction par rapport à l'usine de biométhanisation, aussi toute l'usine de traitement des boues, fait que la valeur, si on veut, des équipements chez NRC a augmenté beaucoup. La dette, quant à elle, là, au cours des dernières années, là, a presque coupé de moitié. Là. Donc, on était plus de 60 millions de dettes, 70 si je ne me trompe pas. On baisse, là, on a baissé en bas de 40 millions. La projection pour les prochaines années, c'est que cette dette-là s'en va quand même en diminuant là, de façon assez importante pour les 5 prochaines années. Fait que ça donne plus de liquidité, ça donne une marge de manœuvre supplémentaire. Puis je voyais aussi qu'il y avait des éco-centres qui avaient été financés directement à même les fonds, donc sans procéder par un règlement d'emprunt. Il y a quand même eu des surplus intéressants. Un budget de l'année passée de 65 millions. C'est sûr que s'il y a un surplus qui apparaît, des fois ça va être un surplus qui va être important. Donc il y avait quand même des sommes importantes dans les coffres d'NRC. La décision du conseil d'administration, ça a été de payer certaines immobilisations, de ne pas avoir les règlements d'emprunt, de ne pas avoir les intérêts non plus à financer. Fait que, bon, oui, la population a contribué à ce surplus-là. Là, reçoit, si on veut, sur l'autre côté, des équipements qui ne vont pas être utilisés et qui ne seront pas financés. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ces prévisions-là? Sinon, ça prend quand même une proposition pour l'adoption. Mme France Bédard, appuyée par M. Christian Gendron. Au point C, l'octroi d'un contrat pour l'évaluation des équipements incendies, des services d'incendie des municipalités locales. Vous vous rappelez que dans le projet de regroupement potentiel des services d'incendie, la première étape, c'est de procéder à l'évaluation de ce que chacune des municipalités possède pour savoir est-ce qu'on met ça en commun et si oui, selon quelles conditions en tant que telles. Fait que le contrat serait donné, c'est une soumission retenue. Ce serait l'entreprise Alain Côté Consultant. La somme, c'est de 40 000 $ avant les taxes applicables. Puis donc, on octroierait le contrat qui serait facturé à ce moment-là ou réparti. On a une petite partie de subvention à l'intérieur qu'on pense il y a une obtenir. demande d'aide financière qui devrait être acceptée sous peu, qu'on va réduire du montant. La facturation va se faire par municipalité participante selon le nombre d'heures que le consultant va travailler par municipalité. Fait que, voilà. Fait que si ça vous convient, ça prendrait une résolution pour l'acceptation de ce contrat-là. M. Luc Dostaler, appuyé par M. Gérard Bruno.
Si on y va au point D, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-155 d'imposition des quotes-parts 2026. Naturellement, à cette période-ci, on doit... OK, voilà. On doit adopter le règlement sur l'imposition des quotes-parts. On vient dire dans ce règlement-là quelles dépenses on fait dans chacune des catégories de dépenses. Donc, par exemple, la catégorie 1, ben, on base ça sur la richesse foncière uniformisée, mais c'est toutes les dépenses relatives à la législation, dépenses du conseil, contribution à la journée de la famille, des dépenses relatives à l'évaluation foncière, l'unité régionale loisirs et sports Mauricie, les coûts d'utilisation et d'entretien de la fibre optique, puis un ensemble de dépenses comme cela qui se répartissent dans chacune des compétences. La compétence 2, c'est la formation et prévention incendie. Donc, c'est pour toutes les municipalités, sauf Saint-Anne-de-Pérade qui a joint la régie de Port-Neuf. La catégorie 3, c'est le comité de sécurité publique. Les dépenses de la catégorie 4, c'est pour l'énergie, modernisation et réfection de la centrale hydroélectrique Saint-Narcisse. Donc, c'est pour l'ensemble des municipalités, sauf Vatican et Saint-Maurice, qui se sont retirés de cette compétence-là. L'article 5, c'est pour les dépenses de la catégorie 5, pour la collecte des déchets. Ça, il y a une formule de calcul qui tient compte du nombre de levées qui sont faites par municipalité, mais aussi la longueur des routes. Fait que quand on a plus de kilométrage, les camions se servent plus longtemps. Fait que il y a une formule qui en tient compte de ça. La catégorie 6, c'est l'enfouissement des déchets. C'est en proportion des déchets enfouis par les municipalités sur les 9 premiers mois de l'année, puis un ajustement qui se fait sur les 3 derniers mois. Les cours d'eau, les dates de paiement. Une petite nouveauté cette année, c'est qu'on a discuté de la possibilité, parce qu'on faisait normalement 4 paiements par année. Là, on augmente à 6 paiements par année, donc les municipalités vont pouvoir payer leurs factures à la MRC en 6 versements. Les dates, c'est 28 février, 31 mars, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre 2026. Donc, ça va peut-être donner une chance de gérer les liquidités. On va voir pour cette année comment ça se passe, parce que la MRC a aussi besoin de certaines liquidités dans certaines périodes. Fait qu'on va voir comment ça va se passer, mais pour cette année, on va tenter le coup de cette façon-là. Fait que si ça vous convient, je demanderai une proposition pour donner l'avis de motion puis le dépôt du règlement. M. Daniel Hull donne l'avis de motion. Il n'y a pas besoin d'appuyeur pour un avis de motion. Au point E, donc, c'est une demande de soutien financier pour la réalisation d'un calendrier pour la Corporation de développement communautaire des Chenaux. Ce n'est pas un gros montant qui était demandé, c'est un montant de 250 $, mais à la rencontre préparatoire, on a souhaité ne pas aller de l'avant dans la reconduction de cette aide financière-là, parce que c'est un calendrier, en fait, qui se destine uniquement qu'aux membres de la CDC des Chenaux, puis donc qui est uniquement c'est pour faire connaître les membres aux membres déjà qui sont là. Donc, on pense que la réalisation d'un calendrier, c'est peut-être pas un outil qui est absolument encore à privilégier en 2025, mais on pourra regarder, là, parce qu'ils ont d'autres activités, notamment la frappe séductrice des Chenaux qui veulent interpeller les jeunes de l'école secondaire. Ça, je pense que là-dessus, il y a une plus grande sensibilité d'emmener les jeunes à faire du bénévolat dans les différentes organisations. Mais si vous êtes d'accord, on laisserait tomber l'aide financière d'un montant de 250 $ pour la réalisation du calendrier de la CDC. Ça vous va? Proposé par M. Luc Dastaver. Quelqu'un l'appuie? M. Sébastien Marchand. Au point 6, aménagement et développement du territoire en conformité de règlements municipaux. Dans le point I, donc la municipalité de Saint-Stanislas, le règlement numéro 2009-475-03, qui modifie le règlement sur les permis et certificats. Donc, ça permet le changement des tarifs, parce qu'il semble-t-il qu'il y a plusieurs années que les tarifs des différents permis et certificats n'avaient pas été revus à Saint-Stanislas. Fait que c'est conforme à ce moment-là. Donc, on doit avoir une résolution pour l'adoption de cette modification-là. M. Christian Fortin, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Le deuxième, c'est de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est la résolution numéro 2025-10-131 pour ajouter l'ajout d'un 3e logement, donc au 1311-1321 du rang Saint-Félix, au lot 3 348 311 du cadastre du Québec. C'est déjà une résidence qui permettait de faire l'agrandissement par l'intérieur en tant que tel. Fait que ça ne créait pas d'incidence. Fait que c'est aussi suggéré, proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Christian Gendron.
Le troisième petit I, donc la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, résolution numéro 2025-10-132 pour autoriser l'usage d'habitations unifamiliales isolées au 3024 chemin des Racines Salées au lot 3 674 810 du cadastre du Québec. Ça, là-dessus, je pense que c'était aussi recommandé positivement. Il y a reconnaissance de la Commission de la protection du territoire agricole, donc on procède. Bon, ça va. Fait que parfait. Quelqu'un a fait la proposition? M. Hugo Pierre Bellemare, appuyé par M. Gérard Bruno. Dans la réglementation des territoires contigus, les documents seront disponibles sur demande. Donc, il y en a deux de la ville de Shawinigan. Le premier qui modifie le règlement SH 389 relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives au glissement de terrain. Et le deuxième, c'est que ça modifie, c'est relatif au schéma d'aménagement et de développement durable de la ville de Shawinigan. C'est un type d'information. Au point 7, vous avez les rapports. Donc, le premier, c'est le rapport du directeur général. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui avait été à souligner là-dessus. Ça vous va? Au point... on va revenir. Merci. Comment? Ah, OK. Les représentants d'Énergie. Oui, dans le fond, garage municipal de la MRC qu'on est sur le point d'avoir. Donc, on va pouvoir mettre les camions là durant la période hivernale. C'est une excellente nouvelle. Juste vous dire que l'écocentre de Champlain fermera le 22 novembre prochain pour réouvrir le 9 décembre à Saint-Luc-de-Vincennes. Petite plage entre les deux, certains équipements qui devront être déplacés. Et on ne sait jamais, là, fait qu'on se garde une petite période entre les deux pour assurer qu'il n'y ait pas de problématique. Les gens seront quand même là, à l'écocentre de Champlain à partir du 2 novembre. Il y aura un écriteau qui dira aux gens qu'ils peuvent quand même aller là, soit à l'écocentre de Trois-Rivières ou à n'importe quel autre écocentre de la régie. Et sinon, ils peuvent toujours attendre jusqu'au 9 décembre là, pour aller à Saint-Luc. Est-ce que la barrière va être fermée au chemin directement à partir du moment où l'écocentre va arrêter d'être en fonction? Parce qu'il pourrait y avoir du déversement sauvage. Oui, exactement. Okay. Ça va être fermé à cette... OK. Oui. L'accès complet au site va être fermé. Va être empêché. OK. On avait parlé de quelques retards au niveau de la vidange des fosses septiques dans MRC des Chenaux, je pense à Saint-Stanislas, Saint-Maurice aussi, je crois. Donc, on a eu des explications. Il y a eu coup sur coup 2 blessures de chauffeurs et un départ aussi. Il y a des gens là, qui ont été, il y a déjà des gens qui ont été réembauchés. Alors, ça ne devrait pas empirer. On devrait être capable de reprendre le retard perdu, mais c'est ce qui explique là, le pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. OK. Ça fait qu'on a déjà parlé du budget. Super, merci. Point C, comité culturel, M. Fortin. Oui, merci, M. le Préfet. Acquisition d'œuvres d'art, la prochaine acquisition est prévue pour 2026. Voilà, fait que ça va être, il va y avoir un appel qui va être fait l'an prochain. Au niveau des bibliothèques, il y a eu un appel de projet qui s'est terminé le 14 septembre. 5 dossiers ont été reçus. Il y en a 4 qui étaient admissibles qui vont aller de l'avant dans différentes bibliothèques de notre MRC. Également, il va y avoir une mise à jour du répertoire culturel qui est toujours en travail continu. Il va y avoir un nouveau formulaire de façon électronique pour faciliter les mises à jour dans notre répertoire. Également, le circuit des murales va être réalisé à Saint-Stanislas à l'été 2026. Puis il y aura un appel de propositions qui sera fait. C'est en cours actuellement. Là. On va des propositions des artistes pour la murale en 2026. Je fais appel aux municipalités qui n'ont pas proposé. Il y aura également un appel pour 2026, pour une nouvelle murale en 2026. Voilà. Également, il y a eu un spectacle le 10 octobre de Stéphane Fallu vendredi dernier. Il y aura un autre spectacle, Les Deux Frères, le 21 novembre prochain, à la salle Denis Dupont. Les billets sont encore à vendre, mais dépêchez-vous. Ça part assez vite pour le spectacle. Ça devrait être guichet fermé. Je crois que ça regarde bien. Ça regarde très, très bien. C'est un beau spectacle qui a un coût quand même très, très acceptable. Voilà. L'inventaire du patrimoine, l'inventaire est toujours en cours, le consultant est encore sur le terrain. Fait que voilà, ça devrait se terminer d'ici la fin du mois. Excellent, merci. Point D, comité de développement territoire, il n'y a pas eu de rencontre du comité.
Point E, comité des ressources humaines. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de particulier. Ça a été dit au début, là. Il n'y a pas C'est d'autre. plus par rapport à l'embauche en tant que tel. Comité de sécurité incendie, M. Gendron. Prochaine rencontre le 24 octobre, donc la semaine prochaine. Fait que, au mois de novembre, ben, il y aura des nouvelles du comité. Là. Parfait. Comité de la sécurité publique. Oui, merci, M. le Préfet. On a eu un rapport de rencontre du comité de sécurité publique cet après-midi. Il y a la présentation du rapport des activités pour le mois de juin et de juillet. Ça a été présenté. Je vais y aller. Je rappelle, j'en profite pour rappeler les priorités de la MRC. La première priorité, c'est intervenir sur les routes afin de diminuer le nombre de victimes. La deuxième, c'est réaliser des activités de prévention pour lutter contre la fraude envers les aînés. Et la troisième, c'est augmenter les interactions avec les citoyens. Il y a eu le rapport qui a été déposé. Je vais y aller avec les faits saillants. Malheureusement, il y a eu une collision mortelle le 15 juin dernier sur l'autoroute 40 à la hauteur de Saint-Maurice. Il y a une conductrice qui a frappé un orignal qui a perdu la vie, malheureusement. On a passé une résolution pour demander au ministère des Transports de regarder les possibilités pour sécuriser ce secteur-là. Il y a eu l'opération nationale concertée contre la vitesse du 9 au 15 juin 2025. Il y a eu 41 constats émis durant cette opération. Durant le long congé de la fête nationale du Québec et du Canada, il y a eu 59 constats qui furent émis et 2 arrestations pour des conduites avec faculté affaiblie. Également, malheureusement, il y a eu une autre collision mortelle avec une motocyclette qui est survenue dans le Rapide-Nord à Saint-Anne-de-la-Pérade le 29 juin dernier. Une autre collision mortelle, il y en a eu quand même 3 dans cette période-là. Il y a un homme de 80 ans qui conduisait un VTT qui ne portait pas son masque, qui a été retrouvé dans une rivière, qui était à un niveau plus élevé qu'à l'habitude, qui est décédé, malheureusement. Et pendant le long congé des vacances de la construction, il y a eu 73 constats qui ont été émis, dont 57 pour excès de vitesse. Voilà. Fait que, quand même, 2 mois assez occupés. Voilà. Effectivement. Bien, merci. Le prochain comité, c'est la communauté entrepreneuriale des Chenaux et l'achat local. Donc, il y a eu la tournée Intrapreneur 2025. C'est un événement qui s'est déroulé les 17 et 18 septembre dernier. Il y a 16 personnes qui ont été soulignées à l'échelle de notre territoire, qui ont été reconnues. Donc, il va y avoir la publication de ces lauréats-là dans la prochaine édition du Bulletin des Chenaux. En fait, on l'a vu, là, on l'a déjà reçu là, dans les derniers jours, par le biais de Camelot, qui nous sont livrés ça. Le prix Prestige 2025. Donc, il y aura un événement qui va se dérouler le 13 novembre prochain dans la salle du tricentenaire de Champlain. Il y a 10 lauréats des municipalités coup de cœur qui ont été contactés, qui sont sur place. Ça va être une belle soirée pour donner une petite tape dans le dos à ces entrepreneurs-là de nos territoires en tant que tels. Je pense que c'est important de reconnaître l'apport de ces gens-là dans nos communautés à ce niveau-là. Il y a le mois de l'entrepreneuriat qui débute en novembre, où il y a 2 formations qui vont se dérouler à la MRC. Jeudi, le 6 novembre, sur le marketing. Ça va être donné par une entreprise de Mont-Carmel, c'est la machine à vapeur. C'est M. Philippe Dion-Boucher. Et le mercredi, le 19 novembre, sur les clients difficiles, par M. René de Montigny du groupe Concilium de Saint-Anne-de-Pérade qui vont donner les formations. Ça va se dérouler ici, dans les locaux de la MRC. Et il y a un 5 à 7 qui devrait se dérouler au début du mois de décembre, dont les détails seront à venir. Un rappel aussi à l'effet qu'il y a la campagne « Je me fais un cadeau » qui va se dérouler du 1er novembre jusqu'au 1er décembre. Les détails sont sur la ruche Mauricie. Jocelyn nous dit qu'il est en démarchage d'entreprises. Il y a une 50aine d'entreprises qui devraient y participer encore cette année. Puis le nombre de billets par personne est limité, donc, parce que ça donne droit à une bonification quand même de 30 avec des aides financières de Desjardins, de Mme Sonia Level, de la SADC, Vallée de la Vatican. Fait qu'il y a c'est quand même une campagne qui est très intéressante, qui nous permet d'encourager les commerces locaux. Au niveau touristique, on tombe dans une période un petit peu plus tranquille. Je vous dirais que la saison du Sacré Circuit est terminée. Le comité va se tourner vers les municipalités pour voir, aller chercher de préparer des prévisions financières pour la prochaine année, demander peut-être des besoins de financement pour la prochaine année. C'est donc les municipalités limitrophes de Champlain, Saint-Anne-de-Pérade et Vatican qui vont être sollicitées là-dessus.
Et au bureau d'information touristique, il y a une rencontre qui a eu lieu avec un consultant en design le 11 septembre dernier pour commencer le réaménagement des lieux et améliorer la présentation numérique, je vous dirais. Fait qu'on veut quelque chose d'un peu plus dynamique, plus interactif en tant que tel pour répondre aux besoins des touristes. Ce sont les deux dossiers majeurs au niveau du comité touristique. Comité de services des transports, je pense qu'il n'y a pas eu nécessairement de rencontre. Et il y aurait en cas énergie communautaire d'Alvia-Batiscan. M. Barry? Oui, ce que je peux dire, c'est qu'on a nommé notre comité de négociation. Là, donc, moi, je vais y participer avec le vice-président d'énergie communautaire, qui est un membre de la Nation Rwanda. Et puis, on va commencer les discussions officielles avec les représentants du Québec, probablement la première semaine de novembre. Donc, ça se déroule bien à ce niveau-là. On va pouvoir revenir en temps et lieu par-dessus. Merci. Au Fonds Région de Ruralité, dans les enveloppes dédiées, il n'y en a pas. Dans les demandes régionales, il n'y en a pas. Mais en C, on a le projet signature du Parc nature de la Gabelle. On doit présenter une reddition de compte pour l'année 2024-2025. Ça prend quand même une résolution. Les montants sont présentés dans les documents. M. Christian Fortin en fait la proposition. M. Christian Gendron l'appuie. En développement économique, on a le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique. Je vous invite à le consulter parce que vous avez le suivi de chacun des prêts qui est là. Il y a au moins une entreprise du territoire qui commence à avoir un petit peu plus de difficultés, pour lesquelles il semblerait avoir un avis aux créanciers, peut-être dans qui s'enligne peut-être vers une faillite. Mais je pense que ça devrait être pour le mieux finalement, même s'il y a des créanciers qui perdent de l'argent là-dedans. Ça va permettre peut-être une relance de cette entreprise-là, mais dans une formule beaucoup plus restreinte au niveau de ses dettes, de son endettement finalement. Fait qu'on pourra vous donner plus de détails s'il la rendent public d'une certaine façon. On risque de perdre un peu à l'intérieur de ça, mais moins que d'autres partenaires, je vous dirais. Mais merci, parce que ces fonds de développement économique-là sont des fonds à risque. Fait que on n'a pas un taux de perte qui est très élevé. Honnêtement, on fait une très bonne figure, même dans les fonds comme les fonds COVID qu'on avait eus pour aider les entreprises. On a eu très, très peu de pertes au niveau de notre MRC, comparativement à d'autres MRC, qu'il y avait des 25-30% de leur portefeuille qui étaient perdus. Nous, c'est très, très limité. Fait qu'on est quand même... ça sert à ça aussi, du capital de risque, d'aider les entreprises, puis en n'étant pas assuré des mêmes niveaux de couverture d'une certaine façon. Au point B, une demande d'aide financière au Fonds de diversification économique, une entreprise qui s'appelle 9475-9990 Québec Inc., qui opère sous le nom de Metallum, qui est située à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui sont dans la découpe de métal. C'est une entreprise qui avait parti dans un plus petit local, donc plus de niveau artisanal, qui là déménage dans un local pour augmenter leur production en tant que telle. C'est quand même un investissement de près de 700 000 $ pour lequel il y a Investissement Québec qui intervient d'une façon majoritaire. Desjardins interviennent de façon majoritaire. Et nous, on interviendrait par le biais d'une subvention non remboursable d'un montant de 5 000 $ à l'intérieur de ça. C'est une façon pour nous autres de créer un lien avec cette entreprise-là pour éventuellement peut-être aller faire des prêts un peu plus consistants s'ils ont d'autres projets de développement à ce niveau-là. Fait que c'est recommandé positivement par le comité d'investissement commun. Ça prendrait quand même une résolution pour accepter cette aide financière-là. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Daniel Hull. Au point C, une demande d'aide financière au Fonds local d'investissement pour une entreprise qui s'appelle O'Mill Boucher. Donc C et D, E et F concernent la même entreprise. O'Mill Boucher, c'est une entreprise qui a été partie par une jeune entrepreneur féminin à laquelle vient de se joindre une deuxième dame. Ce qu'ils font, c'est qu'ils servent des repas chauds dans les écoles primaires de la région. Ils sont basés à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ils ont commencé avec cette école-là, mais ils sont actuellement dans 4 écoles du Centre de service scolaire de l'énergie. Donc, les parents commandent à l'avance via un site Internet. C'est livré chaud à tous les jours dans les écoles pour les services de garde. Puis ça à un prix qui est quand même très raisonnable. C'est pas nécessairement la nourriture là, qui est ce qu'on appelle du junk food. C'est pas des hamburgers, des frites et tout ça. Là. Puis ni uniquement que du macaroni, macaroni aux tomates. C'est quand même de la nourriture qui est bien balancée là-dessus pour les jeunes, puis à un prix qui est compétitif. Il y a un très bel engouement de la part des entreprises, pas des entreprises, mais des écoles à ce niveau-là, une belle réponse des parents.
et ils sont obligés de se relocaliser parce que le local dans lequel ils fonctionnent, il arrive à pleine capacité et le bâtiment dans lequel ils sont, il doit être démoli probablement dans les prochains mois, ce qui fait en sorte qu'ils vont demeurer quand même à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais sur la route 157, dans un point qui est beaucoup plus visible. Ils vont aussi développer des espèces de plats traiteurs pour les parents. Donc, les parents qui vont vouloir arrêter le soir, se chercher des plats cuisinés à un prix qui a du sens, bien, ils ont des beaux projets de développement là-dedans, une espèce de petite partie boutique à ce niveau-là. C'est une entreprise, en tout cas, un beau projet d'entreprise. Je pense qu'il y a une belle complémentarité des entrepreneurs à l'intérieur de ça. Fait que ce qui est recommandé, c'est une aide financière du Fonds local d'investissement, un prêt remboursable d'un montant de 20 000 $. Le Fonds local de solidarité, c'est la même chose. Donc, un prêt remboursable d'un montant de 20 000 $. Il y aurait une demande d'aide au Fonds de diversification économique. Donc, c'est un fonds qui existe pour soit la relocalisation, la croissance. Donc, c'est un montant de 5 000 $, une subvention non remboursable. Puis, il se qualifie aussi pour le Fonds Jeunes Promoteurs, donc un montant de 7 500 $ non remboursable du fait qu'ils sont deux jeunes entrepreneurs à ce moment-là. Fait que c'est aussi non remboursable. Fait que, en tout cas, c'est une recommandation positive de la part du comité d'investissement commun à ce moment-là. J'en fais la recommandation pour les 4 points suivants, C, Ça D, vous convient? E et F. Parfait. Donc, M. Daniel Houle, appuyé par Mme France Bédard. Dans les appuis demandés de la MRC Masquinongé, qui souligne ou qui dénonce l'arrêt des inscriptions au programme d'adaptation de domicile, qui mentionne comme une décision aux conséquences humaines et systémiques majeures. En fait, le programme d'adaptation de domicile vient en aide aux personnes qui vivent une perte d'autonomie, qui doivent installer soit des ascenseurs, des aménagements particuliers de salles de bain pour leur permettre de demeurer dans leur résidence plus longtemps. Alors, le gouvernement a coupé quand même pas mal d'argent à l'intérieur de ça. Et la MRC de Masquinongé, ce qu'ils disent, bien, permettez d'accueillir des inscriptions puis de remettre un peu des fonds à l'intérieur de ça. Je pense que quand on vit sur des territoires avec des populations vulnérables, on ne peut qu'appuyer ça. Fait que si vous êtes d'accord, je pense qu'on pourrait y aller avec une résolution d'appui là-dessus. M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par M. Luc Dostalaire. Et au point B, la MRC d'Abitibi-Ouest, en fait, en lien avec les enjeux liés à la mise en œuvre des nouvelles normes du Fonds Région Ruralité. Fonds Région Ruralité, c'est un outil d'aide financière qui nous aide beaucoup au niveau des MRC. Par contre, dans la nouvelle mouture du fonds, le gouvernement change les règles du jeu. C'est plus les mêmes types de dépenses qui sont admissibles. On pouvait aider une entreprise ou une organisation d'une façon récurrente. Par exemple, le parc de la Rivière-Batiscan, il y a une contribution qui était faite annuellement au parc de la Rivière-Batiscan. On n'aurait plus le droit d'aller soutenir le parc de la Rivière-Batiscan. Il faudrait qu'il nous présente un nouveau projet à chaque année, un projet différent. Donc, ils doivent inventer de nouveaux projets à chaque année. C'est la même chose pour l'entente avec Place aux Jeunes, du Carrefour Jeunesse Emploi, Trois-Rivières et Mercier-des-Chenaux. Puis, on pouvait financer certains salaires ici de cadres, chose qui n'est plus admissible à l'intérieur de la nouvelle mouture. Fait que un aspect majeur en tant que tel aussi, c'est que le gouvernement va verser normalement 30 % de l'enveloppe, c'est 4,2 millions sur 5 ans, c'est 3 ans. Donc, 4,2 millions sur 3 ans, ils vont verser 30 % à la signature du contrat, mais ils vont verser la balance, donc le 70 % à la présentation de la preuve du déversement, du décaissement. Donc, ce n'est pas sur l'engagement, mais il va falloir qu'on ait décaissé l'argent. Ça veut dire que la MRC va devoir supporter l'équivalent de 2,5 millions pendant toute la durée du projet, payer les intérêts là-dessus pour financer le gouvernement. Alors, la MRC d'Abitibi-Ouest dénonce avec raison. La table des élus de la Mauricie, on avait fait cette démarche-là, mais il l'envoie à toutes les MRC, invitant les MRC à l'appuyer. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose parce que ça vient compliquer pas mal l'élaboration du budget. M. Christian Gendron a fait la proposition, appuyée par M. Sébastien Marchand. Dans la correspondance déposée du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, donc accusé réception concernant le règlement de remplacement numéro 2024-147A et du projet de règlement numéro 2025-154. Au point B du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la nouvelle cartographie à Sainte-Geneviève-de-Battiscan concernant les zones de glissement de terrain. Je pense, M. Gendron, que ça permet la construction de quelques nouvelles résidences chez vous. Oui, sur les Brumes, les travaux de stabilisation ont été faits de l'autre côté de la rivière. Donc,
c'est frais. Ils ont enlevé la zone de contrainte pour la rue des Brumes, donc on va pouvoir réémettre des permis de construction qui vont permettre, sur la rue des Brumes, ce sont tous des maisons haut de gamme, donc c'est au moins 3-4 maisons de 4 à 500 000 au moins. Bravo. Fait qu'au moins, on va pouvoir reconstruire ça. On sait qu'on est juste à 2,5 % de territoire utilisable. Tant que la stabilisation des berges ne sera pas faite sur la rivière Abayette, aller jusqu'au tremplin. En attendant, on aura au moins ces résidences-là qui vont pouvoir construire très, très bientôt. Puis, une fois les travaux de stabilisation faits, bien, là, on a un autre développement résidentiel. On attendait ça. Voilà. Bravo. Au point C du ministère des Transports et de la Mobilité durable, un accusé de réception concernant la résolution 2025-08-146. C'est la demande d'intervention urgente sur l'autoroute 40 relativement à la présence d'orignaux. En fait, ils nous disent qu'ils en prennent bonne note, qu'ils sont très préoccupés par la sécurité routière, qui ont mis en place un certain nombre de moyens, comme entre autres les panneaux qui peuvent clignoter selon certaines périodes lorsqu'on leur signale la présence d'orignaux, mais que le fait en raison de la configuration du terrain, ils peuvent difficilement penser à des passages de la faune, donc soit des espèces de tunnels qui permettraient, là, ou encore de clôturer, là. Fait que ce serait pas possible, mais ils demeurent quand même très préoccupés. Ils vont revoir, en fait, faire un relevé des études encore sur un peu l'évolution de la situation, savoir s'il y a plus d'accidents, est-ce que la situation a changé depuis les 4-5 dernières années qu'ils ont. Fait qu'on ne s'attend pas à grand-chose de ce côté-là. Au point D, Fonds de soutien à l'environnement, confirmation de soutien au projet de gestion environnementale de la renouée du Japon à l'incubateur agricole de la MRC des Chenaux. C'est un projet qui a été présenté pour essayer d'établir un peu quelle est la recette pour combattre cette plante envahissante-là qui est la renouée du Japon. Donc, il y a un montant qui a été accepté de 5... En fait, ce volet-là, c'est 50 heures d'accompagnement par des spécialistes qui vont monter un guide pour comment éradiquer cette plante-là de façon biologique, là, sans utiliser de pesticides, tout ça. Puis cette recette-là va pouvoir être appliquée à d'autres, distribuée à la population qui voudront l'utiliser. Fait que ce volet-là a été accepté. Mais il y avait au point G, donc dans le même projet, il y avait un volet pour le traiter finalement, faire le traitement. On avait fait une demande pour la suite. Un coup qu'on a notre livre de recettes, on veut l'appliquer. Fait qu'on avait demandé un soutien financier d'une vingtaine de $1000 pour nous permettre de faire des travaux là, au printemps prochain. Mais ce volet-là a été refusé. C'est Environnement Mauricie nous a dirigé vers d'autres sources de financement. C'est correct aussi. Là, fait on va faire notre guide, puis après ça, on regardera quelles sources de financement est-ce qu'elle est disponible. Parfait. Au point E du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformité du règlement 2025-153 de la MRC des Chenaux, par lequel le Conseil décrète un emprunt de 220 473 $. C'est pour l'achat d'un minibus adapté, donc pour les personnes handicapées, donc pour notamment le service avec le SUS, les transports des personnes plus vulnérables, donc minibus adapté. Au point F, la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, donc l'annulation d'une demande visant l'entretien d'un cours d'eau. Il semble que les propriétaires concernés ne s'entendaient pas sur la répartition de la facture. Fait que les travaux sont donc annulés pour l'entretien du cours d'eau. Exactement. C'est ça. Pour votre information, il n'y a pas de point. Dans les autres sujets, en fait, il y aurait une motion de félicitations à la brasserie, la microbrasserie de Presbytère, qui ont été lauréats du prix Restaurateur Aliments du Québec au menu 2025. C'est une belle distinction donc, que le presbytère a eue. C'est un prix provincial. Ça fait rayonner vraiment la municipalité de Saint-Stanislas et la MRC des Chenaux. Et j'ai vu M. Bordelot s'empresser de proposer cette motion de félicitations-là. Un peu de chauvinisme bien senti, puis c'est bien correct comme ça. Fait qu'on félicite les gens de la microbrasserie, puis c'est appuyé par M. Luc Dostaler. Je pense bien que c'est très unanime. On s'est donc rendu maintenant à la période de questions. Il y a le point G que vous avez posé par-dessus. Le point G, on a... Fonds de soutien à l'environnement. Oui, c'est ça. Si on a parlé, c'est le deuxième volet de la renouée du Japon. Donc, on voulait avoir
pouvoir appliquer, donc, on a développé la recette dans le premier volet, puis on voulait traiter mais finalement, on va se tourner vers le MAPAC pour pouvoir traiter la renouée du Japon à l'incubateur agricole. Oui, ça va. Après la période de questions, on va le traiter effectivement. On y va pour la période de questions. Je vous rappelle qu'on a 30 minutes. On vous invite à vous nommer votre municipalité, si vous voulez. Bonjour, Alain Gagnon de Saint-Prosper et Saint-Anne-de-Réal. Justement, j'étais la semaine passée entre les deux municipalités. Puis, je suivais un camion de Mexique. Le camion de Mexique, il semait du plastique dans les fossés partout. Ça sortait pareil comme un feu d'artifice au-dessus du camion. Donc, ma question, c'est de quelle façon Quénocycle est régulé? Autrement dit, y a-t-il quelqu'un qui vérifie, tu as des camions qui vérifient si tu la porte qui ferme la porte, si tu passes le camion, tu as tourné, je ne sais pas, mais je pense que c'est inacceptable. On est là, nous, qu'on fait attention, on recycle bac brun, bac bleu, on trie tout ce qu'on est capable. Le camion s'en va dans la rue, puis lui, il somme ça d'imposer partout. Fait que ma question, c'est de quelle façon c'est régi, là, comment on peut faire pour éviter ça? Puis nous, en tant que citoyens, si on voit ça, c'est quoi les moyens qu'on a pour dénoncer? J'ai tendance à faire un ricochet vers M. Dostavert. Ben, l'entretien est fait à l'interne, on a quand même la quantité d'équipement qu'on a, on a du personnel là, au niveau de la mécanique, tout ça, qui s'occupe de ça. J'ose croire que c'est pas quelque chose qui se produit trop souvent. Je l'espère en tout cas. Sinon, c'est sûr que de téléphoner directement à NRC là, Pour souligner un événement comme ça, n'importe quel citoyen devrait le faire. Oui, mais ça, je l'amène ici. Puis c'était pas juste un papier ou deux, parce que je ne pouvais pas ici quand vous en parler. C'est des gros morceaux, des morceaux de plastique, des contenants gros comme ça. C'était dangereux sur la route. Le suivais, c'était dangereux. Puis deuxièmement, on est au Québec, on a des municipalités qui sont propres. Oh, oui, ben tu sais, Il faut les conserver propres. Je pense pas que c'est quelque chose qui se produit régulièrement. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'assurer que ça ne se reproduise pas. Non, c'est ça. Puis j'invite les gens, si vous voyez ça, Il y en a. Il y en a en masse. Ça fait plusieurs fois qu'on le constate, nous aussi, dans le temps. Le gars ne ferme pas ses panneaux entre les clients. Là, ça roule, il faut le pin, fait que ça roule. Ça le pin, on s'entend. Non, mais ça roule, il ne perd pas de temps. Donc, mais je vais quand même aider. Est-ce qu'il y a eu, avec le mois prochain, on vous a une réponse? Merci. Pour savoir s'il y a une problématique. Parfait. Merci. Tu m'attends. Bonjour, c'est Maton Saint-Narcisse. Et Sainte-Geneviève aussi, là, oui, bien sûr. Concernant le comité de liaison de Test Canada, j'aimerais que vous nous partagiez le contenu des discussions de ce comité et le bilan que vous en faites de cette première rencontre. Bien, le compte-rendu est censé avoir été mis sur le site de Test Mauricie là, hier ou aujourd'hui, mais le compte-rendu est rendu public. Cette première rencontre-là visait un peu à présenter les joueurs qui étaient invités autour de la table. Donc, il y avait des gens, des représentants de la MRC des Chenaux, de la MRC Mekinac, de la ville de Shawinigan. Il y avait des gens de l'UPA, il y avait des gens de deux chambres de commerce, Environnement Mauricie. Il m'en manque. La vallée de transition énergétique aussi qui était là. En tout cas, c'est ceux qui me viennent en tête là, rapidement. Fait que, le but de ce comité-là, c'est pas nécessairement c'est de donner un peu les opinions qui sont entendues sur le terrain, de ramener l'information pour faire évoluer le projet. Il n'y a aucune décision qui est prise là, c'est plus un reflet de ce qui est entendu au niveau du territoire en tant que tel. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené les messages qu'on avait sur nos territoires en tant que tel. On a parlé de l'acceptabilité sociale qui n'était pas au rendez-vous dans ce sens-là. C'était dit clairement comme ça, que ça ne passait pas la route dans les municipalités de la MRC des Chenaux. Ça a été mentionné de cette façon-là. Fait que, il est supposé avoir d'autres personnes éventuellement qui vont être invitées. Il devait y avoir des invitations soit à 4 autres personnes, donc 2 personnes qui pouvaient être en faveur, 2 personnes qui étaient opposées au projet. Je ne sais pas si les invitations ont été faites, mais Tess devait faire des contacts là-dessus. Comment les personnes sont ciblées, là, honnêtement, on n'a pas cette information-là, puis on ne veut pas s'en mêler.
Fait que c'est un peu ça à date. Il est supposé avoir éventuellement une autre rencontre, mais il n'y a pas de date qui est précisée. On disait qu'on tombait dans une période d'élection municipale, fait que ça sera à voir pour la suite des choses. Selon l'évaluation que vous en faites, est-ce que vous voyez la pertinence de continuer d'aller à d'autres rencontres? Honnêtement, je vais l'évaluer en cours de route. On va voir la liste des sujets qui sont adressés. Je pense que la position d'une chaise vide, donc la stratégie de la chaise vide, je ne suis pas sûr que c'est toujours bon. C'est bien pour être là, pour entendre ce qui se dit ou rectifier au besoin. Fait que vous faire valoir un point de vue. Fait que je vais vraiment voir. On s'en est pas parlé. C'était une première rencontre exploratoire. Fait qu'on on verra pour la suite des choses. À ce moment-là, je vous demanderai, si c'est possible, d'ajouter peut-être à l'ordre du jour des prochaines rencontres, au point 7, les rapports, d'avoir un rapport provenant de ce comité de liaison de TES Canada. Est-ce que ce serait possible? Bien, c'est recevable, en tout cas, comme position. On verra comment on en tient compte ici. C'est bon. Merci. Fait. Normand Saint-Luc, en fait, par rapport au comité de liaison, avant de vous présenter là, M. le Préfet, sûrement qu'il y a eu une rencontre au préalable avec les maires des différentes municipalités concernant une orientation que vous alliez prononcer par rapport à la MRC. En fait, il y a eu une rencontre, c'est ici même qu'on a discuté lors d'une rencontre de travail qui était préalable à cette rencontre de comité-là. On s'est questionné sur notre présence ou pas, puis ce qu'on avait convenu, c'est que j'étais pour y aller, mais justement pour porter le message que l'acceptabilité sociale dans la MRC des Chenaux, ça ne passait pas la route dans l'ensemble des municipalités à date, c'est ce qu'on entend. Puis on a fait valoir un petit peu ce que les municipalités avaient fait d'une certaine façon, rappeler par exemple la résolution que Saint-Stanislas avait faite, le référendum que Saint-Maurice a présenté, la communication de la municipalité de Saint-Prosper. On a ramené ces éléments d'information-là, mais sans prendre d'engagement au-delà de ça, de certaine façon. En fait, ce comité de liaison-là est fait, vous l'avez mentionné tantôt, par rapport à l'évolution du projet. Oui. Et dans le cadre de l'évolution, ce que je comprends, c'est que la MRC des Chenaux dit qu'on n'est pas favorable au projet. À date, c'est ça, l'acceptabilité sociale n'est pas là, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a porté comme message. J'ai perdu mon fil, mais... Pour t'aider à le retrouver, c'est oui. que justement, je peux confirmer que lorsqu'il en a été question de ça, nous autres aussi, on se posait des questions à savoir est-ce que c'est bien pas que le préfet soit présent là-bas, mais avec le message sur lequel on s'est entendu, c'est celui qui vous a fourni tout à l'heure. C'est qu'à l'effet que de démontrer à TES Canada qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est sur ce mandat-là. Je pense que là, on était d'accord qu'il soit présent pour le formuler en personne devant tous ces gens-là et non pas simplement l'écrire et l'envoyer. Alors, la présence devenait importante pour qu'ils puissent traduire, en fin de compte, ce qui se passe dans la MRC des Chenaux, entre autres dans certaines municipalités où il y a eu, comme à Saint-Maurice, un référendum, et de bien expliquer, parce que ça va toujours mieux parler avec des gens face à face que d'envoyer seulement un texte. Alors, je pense que c'est ce message-là, c'est ce mandat-là qu'on lui a donné, et c'est ce mandat-là qu'il a réalisé. Donc, ma question ne portait pas sur la pertinence qui assiste à la... Non, mais c'est tout. Mais j'ai retrouvé mon idée. En fait, ce qui a été mentionné aussi, c'est que M. Gauthier a mentionné qu'il dit, au fond, on est en train de faire comme une espèce de casse-tête, de bâtir un casse-tête. Il y a des morceaux qui se mettent en place, puis il y en a d'autres qu'on pensait qu'ils pourraient se mettre en place, puis ils ne se mettent pas en place. Fait qu'il dit, on veut voir au final, est-ce qu'on a une image qui se tient, est-ce qu'on a un casse-tête en bout de piste. Fait que suite à ça, c'est là qu'ils vont décider de dire, il nous manque trop de pièces dans le casse-tête, qu'on ne peut pas aller de l'avant, ou on peut y aller, mais selon telles conditions ou autre. Fait que c'est vraiment l'image qu'il a utilisée. Fait qu'il dit, ça nous sert à voir un peu comment que le casse-tête se dessine d'une certaine façon. Parfait. Merci. J'aurais une deuxième question par rapport aux investissements que vous avez parlé tantôt. Il y a certaines MRC qui ont des taux de perte de 20 à 30 %. J'aimerais ça connaître le taux de la MRC des Chenaux. Et j'ai pas ce taux-là, mais il est vraiment pas très élevé. Il est en bas de 2-3 %. Ah oui, non, il est vraiment très, très bas. Il est vraiment très, très bas. Honnêtement, là, on a
tu sais, même dans les flux COVID, là, c'était des fonds à risque, puis on n'avait pas toujours des garanties. C'était vraiment un fonds d'aide pour les entreprises. Et il y a vraiment eu très, très peu de pertes. On les compte sur les doigts d'une main. Là. Fait qu'il y a eu, mais on fait très bonne figure. Puis je pense qu'on est prêt aussi à prendre des risques, parce que c'est des fonds de capital de risque. On n'est pas là pour se substituer aux banques. On est là pour faire des fois du financement complémentaire. Fait que le message est bien passé. Mais quand même, il y a une certaine prudence, je vous dirais. Là, les dossiers sont travaillés avant de nous être présentés au comité d'investissement. Ça démontre qu'on a des entrepreneurs sérieux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Plaisir? Non. René Baudouin, et comme les collègues ont étalé leur municipalité, je veux dire, de Saint-Denis-de-Vatican et Saint-Prosper. Les riches ont toujours deux. Trois courtes questions. La première, en fait, c'est que quand vous avez présenté la correspondance et les accusés de réception que vous avez reçus, vous avez passé tout droit sur la toute première qui concernait l'accusé de réception du ministère des Affaires municipales du règlement concernant les éoliennes et les prises d'eau. Alors, vous l'avez seulement nommé sans le commenter, alors que les autres, vous les avez nommés et vous les avez commentés. Alors, qu'est-ce que le MAMARCH a dit? Est-ce que là, le MAMARCH a dit « Wow, vous avez fait un excellent travail maintenant et nous sommes heureux » ou que ben, je vais vous le lire. Regardez, je vais vous le mettre à l'écran, c'est parce que ça dit rien. Au nom de Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Affaires municipales, j'accuse de réception de la lettre du 23 septembre reçue par courriel le même jour. Ces lettres concernent l'adoption du règlement de remplacement numéro 2024-147A et du projet de règlement numéro 2025-154 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Nous avons amorcé l'analyse de ces documents. Tel que le prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la ministre vous fera parvenir les avis gouvernementaux au plus tard le 22 novembre 2025. Oh, OK. Bon, je comprends. Je comprends qu'on va parler de ça. C'est ça. Ben, merci. Ma deuxième question porte sur les... Là, évidemment, vous comprenez qu'on parle encore des éoliennes. On est bien étonné, mais on n'a pas le choix. Là, il y aura deux postes de transformation. C'est-à-dire, il y aurait deux postes de transformation, l'un vraisemblablement du côté de Saint-Narcisse, l'autre du côté de Saint-Séverin. À partir de ces postes de transformation-là, Hydro-Québec a l'obligation de les connecter au réseau. Ce qui veut dire, donc, qu'il y aura des nouvelles lignes de transmission aérienne, parce que là, ça ne sera pas en plus celui-là. Ça va être aérien avec des pylônes, etc. Est-ce que du côté de la MRC, on a déjà des projets de tracés ou est-ce qu'on en sait davantage sur ces Je rectifierai un peu. En fait, à ma connaissance, c'est soit dans la MRC des Genoux à Saint-Narcisse ou à Saint-Séverin. C'est un ou l'autre. Selon il pourrait être plus gros à Saint-Séverin. Parce que dans la carte, il l'appelle poste nord oui, et poste sud. Mais en tout cas, à ma connaissance, là, c'est deux endroits, un ou l'autre. Il privilégie celui de Saint-Narcisse parce que, bon, étant donné la proximité, c'est un poste qui doit être accordé sur la ligne de 315 kV qui passe à Saint-Narcisse-Saint-Stanislas. C'est pas, à date, il n'y a pas de règlement de zonage qui nous permet la construction de ce poste-là à Saint-Narcisse. Ça peut être sujet à l'approbation référendaire. Mais ce qu'on expliquait lors de la dernière séance à Saint-Narcisse, c'est que si jamais Saint-Narcisse refuse d'avoir ce poste-là, il serait installé à Saint-Séverin, là, en fonction du règlement de contrôle intérimaire, puis des installations qu'il y a déjà eu là. Il y a déjà eu un poste de distribution électrique à Saint-Séverin, au bout de la côte Saint-Paul. À partir de là, ils doivent tout de même aller se brancher sur la ligne 315 kV qui est à Saint-Narcisse. C'est Hydro-Québec. On a fait cette vérification-là auprès d'Hydro-Québec. Hydro-Québec nous a confirmé que eux, à partir du moment où il y a un contrat d'approvisionnement qui doit fournir de l'électricité à une entreprise, ils ont l'obligation d'aller brancher les clients et ils le font d'une façon aérienne jusqu'au poste de distribution. Il n'y a pas de tracé qui a été établi. C'est vraiment des démarches qu'Hydro-Québec doit compléter à ce moment-là, tant auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Il doit y avoir normalement un bureau des audiences publiques sur l'environnement parce que la distance fait en sorte. Parce que quand c'est plus que, en tout cas, ce qu'il y avait comme élément d'information, plus que 2,3 km, là, à ce moment, en bas de 2,3 km, ils ne sont pas obligés de faire un BAP. Mais s'il y a plus que 2,3 km, il doit y avoir un BAP.
qui soit tenu. Et là, on parle d'à peu près une quinzaine de kilomètres. On parle entre 30 et 40 pylônes électriques qui pourraient descendre au travers de notre zone agricole. Fait que c'est un risque qui est là, puis qui va être soumis en toute transparence aux citoyens de Saint-Narcisse devant la décision de dire, c'est sûr que, tu sais, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'éoliennes, il n'y aura pas de poste de distribution. Mais s'il y a un nombre suffisant d'éoliennes pour pouvoir alimenter l'usine, il y aura un poste de distribution. Qu'est-ce qui sera choisi par les gens? Ça sera déterminé à ce moment-là. OK. Mais c'est le risque avec lequel je vous dirais que le conseil municipal à Saint-Narcisse, on jongle. Il n'y a pas de situation idéale, mais on veut pas d'éoliennes, mais on n'aimerait pas, je pense, voir arriver des tours de transmission électrique qui traversent la zone agricole, une partie de la côte Saint-Paul, ou à la longueur de la côte Saint-Paul, ou la côte Saint-Louis, ou le rang Saint-Pierre à Saint-Narcisse. Honnêtement, on ne sait pas où Hydro-Québec passerait. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils feraient des démarches pour s'assurer d'une plus grande acceptabilité sociale possible, mais ils ont l'obligation de les raccorder. Fait que ça nous dit, ben oui, on va écouter, mais en définitive, on va décider de où est-ce qu'on passe. Fait que c'est les informations qu'on a à date. Merci. Et rapidement, ma troisième question porte sur les demandes que TES Canada a déposées déjà auprès de CPTOQ. Et donc, il l'a fait pour 5 municipalités, 5 des 6 municipalités dans la Mekinac. La 6e, c'est Grande-Pile, alors c'est pas en zone agricole, donc ils n'ont pas passé du côté de la CPTOQ. Et l'autre dossier qui est ouvert, c'est celui justement de Saint-Narcisse. Et dans le site d'information de la CPTOQ, ça nous parle de coupe d'érable, en disant que la demande que fait TES Canada, c'est pour des coupes d'érable. Et quand on regarde le dossier, ça nous dit que la municipalité a déjà complété son volet. C'est écrit noir sur blanc sur le dossier. Là, Mais quel volet on aurait complété? Mais attendez, là, parce que honnêtement, je suis pas au courant. Je vous le dis. L'approbation de la demande à CPTOQ. Alors, le formulaire de demande a été soumis par TES Canada à la CPTOQ le 30 septembre et la municipalité a complété sa partie du formulaire le 6 octobre 2025. Ce qui veut dire que le 6 octobre 2025, il y a quelque chose qui a été envoyé à la CPTOQ de la part de la municipalité. Bien, en tout cas, je suis surpris de ça. C'est peut-être une accusé de réception peut-être de la demande, je ne sais pas, mais honnêtement, il n'y a pas eu aucune résolution, il n'y a eu aucune décision. C'est sous le titre « Étude par la municipalité ». Okay. Mais honnêtement, là, je vais vérifier parce que moi, ça ne me dit absolument rien. C'est peut-être un document administratif comme de quoi il y a le directeur général a reçu formellement une demande, je ne sais pas. Mais honnêtement, il n'y a eu aucune démarche, appui ou opinion qui a été transmise par la municipalité de Saint-Narcisse. Ma sous-question, c'est est-ce que les autres municipalités de Saint-Maurice, Saint-Luc, Saint-Stanislas et Saint-Prosper, avez-vous eu là, des nouvelles de projets quelconques de CPTOQ au moment où on se parle? Pas chez nous. OK. OK. Non. Ça marche. Merci. Merci. Je suis à 16 jours, je suis là. Il y en a pas. Quand les Terres Saint-Maurice payent des taxes juste à la municipalité, c'est quelque chose. Un pauvre. Comment vous interprétez, M. le Préfet, que dans la nouvelle carte de TES Canada, sur la disposition des éoliennes, j'essaie de comprendre la différence entre les points noirs et les points bleus. Parce que si vous avez vu la dernière carte, il y a des points noirs qui sont des sites plus. En tout cas, Saint-Maurice, il y a eu pas mal moins de points prévus. Puis ceux qui restent, il y a des bleus et des noirs. Puis là, le noir, ça a l'air comme plus officiel, puis les bleus, c'est comme peut-être possible, on ne sait pas trop. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre là-dessus? Je me pose la même question. C'est ça, pour savoir. Parce que moi aussi, j'aimerais avoir l'information là-dessus. Que signifient les couleurs noir et bleu dans ces points-là? Je ne sais pas. Okay. J'ai aucune idée, je n'ai pas consulté les cartes de TES Canada. En tout cas, on va avoir une bonne nouvelle, parce que nous autres, à Saint-Maurice, ça a diminué beaucoup. Alors, je pense que nos efforts vont porter fruit. Journaux, c'est... Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Guy
sûr. Au CNR6, on parle du barrage de CNR6. On n'a pas eu beaucoup d'informations dans votre énergie communautaire des Rivières-Vatican. Vous dites que vous alliez pour négocier avec Hydro-Québec en début novembre. Mais comment qu'on fait pour aller négocier avec Hydro-Québec quand la population n'a pas été mise au courant de l'état vraiment du barrage, puis les coûts probables associés avec une réfectation, rénover ce barrage-là? Là, vous allez négocier avec Hydro-Québec pour savoir comment est-ce qu'ils vont vous donner du kilowatt. Et ils ont négocié avec Port-Cartier à 6 cents du kilowatt pour des éoliennes. Je ne pense pas qu'ils vont arriver, qu'ils vont vous donner 11 cents parce que le barrage à 7 cents, 8 cents, il ne sera pas fiable. Il va demander trop d'argent. Surtout que l'argent qu'on va mettre là-dedans, c'est dans un barrage qui ne nous appartient pas. Ça va être un barrage qui va être loué pour, soi-disant, pour 30 ans, pour une pièce, mais il ne nous appartient pas, le barrage. C'est comme si je louais un appartement au village et que je décidais de mettre 500 000 dans mon appart. C'est quelque chose qu'il va falloir m'expliquer le projet comme il faut avant qu'on embarque là-dedans, parce que je ne suis pas sûr que les citoyens de Saint-Narcisse vont décider d'investir massivement dans quelque chose qui ne les appartient pas. Fait que je voudrais avoir des renseignements là-dessus. Quand c'est qu'on va avoir des informations précises, parce que ça prend de la viande autour de l'os. L'objectif de négocier, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est justement de se rassurer autant les municipalités, la municipalité de Saint-Narcisse, avant d'investir dans un projet comme ça, justement, il faut connaître la rentabilité, puis qu'est-ce qu'Hydro-Québec est prêt à payer. Puis avec ce prix-là, on va être capable de déterminer si le projet est viable ou pas. Puis ici, nous, on considère qu'il est viable. C'est à ce moment-là qu'on va venir le présenter à tous pour dire, regardez, le résultat, ce serait celui-là. Est-ce que les partenaires, Saint-Narcisse, les communautés autochtones, les municipalités sont prêts à aller de l'avant? La négociation se fait justement pour déterminer ces enjeux-là qu'on va vous présenter pour après ça prendre la décision finale. Ce qu'on ne veut pas dire tout de suite, c'est pas de négocier publiquement parce qu'on veut lui donner toutes les chances que ça fonctionne. Mais c'est sûr que si on se rend compte que le projet n'est pas rentable, on ne recommandera pas nous-mêmes au niveau de la société. C'est ça qui est notre stratégie. Quant à votre point sur la propriété du barrage, là, il y a une porte ouverte avec la nouvelle loi qui nous permettrait peut-être d'être propriétaire du barrage. C'est une option qu'on est en train de regarder aussi. Le bail architectique, ça existe comme option, mais qu'on devienne propriétaire collectivement de cet emplacement-là, c'est maintenant une chose qui est possible, qu'on est en train d'évaluer. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est là qu'on est rendu dans le temps. Il y a quand même des flous. Est-ce qu'on va se retrouver à négocier avec TES pour lui fournir l'électricité à partir de ce barrage? Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas... Le projet de réfection du barrage vise à donner de l'énergie à Hydro-Québec, à vendre de l'énergie à 100% à Hydro-Québec. Il n'y a pas question de TES dans ce portrait-là. C'est 15 MW. C'est un seul client, Hydro-Québec. Il y a un contrat d'approvisionnement signé. Théoriquement, ce qu'on avait entendu, la volonté d'Hydro-Québec, c'est d'aller le plus long possible. Donc, s'ils peuvent aller sur 40 ou 50 ans, ils ont l'intention, en tout cas, les gens à qui moi j'ai parlé, c'est l'intention qu'ils ont, avec un prix de base fixé au début, mais indexé selon l'IPC à chaque année, pendant 40 ans ou 50 ans. Est-ce que c'est ça qui va arriver en bout de piste? C'est pour ça que moi, j'accepte de bonne grâce de ne pas présenter les chiffres. Je laisse la chance à la négociation. Je pense que c'est... Moi, selon les indicateurs que j'ai, parce que on parle aussi avec des gens d'Hydro-Québec, au travers des événements ou des rencontres qu'on a. Puis ce projet-là est très, très bien vu des hautes autorités d'Hydro-Québec. Ils voient un avantage drôlement intéressant parce que c'est 100% communautaire. Il n'y a pas d'entreprise privée dans le décor. C'est des organismes à but non lucratif, municipalités, communautés autochtones. Ça, pour eux, ça a une grande valeur. Puis ils sont prêts à le compenser parce qu'ils ne veulent pas... Moi, le message que j'ai reçu, ils ne veulent pas revenir en arrière dans 3 ans, 4 ans, en disant « Oups, on manque d'argent pour financer, puis que Hydro-Québec aurait été un mauvais citoyen corporatif face aux municipalités ou aux communautés autochtones. »
Fait que là-dessus, en tout cas, à date, je vous dirais que moi, ce que j'entends, puis je n'ai pas les chiffres du coût de réfection. Je trouve ça dur des fois, là, parce que je l'ai piloté pas mal, ce dossier-là, depuis le début. Mais je fais confiance aux négociateurs. Ils sont dans une relation d'affaires, puis ils connaissent l'état des finances, ils connaissent les engagements que ça représente pour les municipalités, ils connaissent le risque qu'on se fasse virer de bord dans les règlements d'emprunt au besoin. Mais je pense qu'il va falloir faire une solide démonstration de la rentabilité, puis pas dans 50 ans, pas dans 60 ans. Fait que ça, ils ont le message, il est bien porté. Je pense moi, j'ai pleinement confiance en l'équipe de négociation. On va espérer que ce dossier-là serait favorablement pour Saint-Narcisse, mais Hydro-Québec a quand même 40 TWh de surplus, malgré tout ce que certaines personnes ont fait. Et puis, la consommation entre 2004 et 2024 a été une augmentation de 12 TWh. Donc, on n'a même pas, au niveau de l'augmentation de consommation, c'est assez... ça ne reflète pas une augmentation vraiment importante pour les 10 prochaines années seulement. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de pouvoir lors de la négociation au Québec. Ils n'en ont pas vraiment. Bonne chance aux négociations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin à la période de questions, mais avant de clore l'Assemblée, je voudrais simplement transmettre mes remerciements, mes félicitations, mes remerciements à Christian Fortin, maire de Vatican, qui a été avec nous autour de la table de la MRC au cours des combien? 20 ans. 20 ans quand même, qui tire un trait sur la vie politique. Moi, j'ai été bien surpris d'apprendre ça, que Christian se retirait de la vie politique. Moi, je pensais qu'il était pour être là jusqu'à sa retraite. Là, merci beaucoup, Christian, d'avoir travaillé de façon très constructive avec l'ensemble des partenaires autour de cette table. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à mes collègues. Je garde un bon souvenir de mon passage à la MRC. J'ai eu le privilège, grâce à la population de Vatican, de la représenter ici. J'ai été préfet suppléant pendant 6 ans avec M. Bruno. J'étais dans plusieurs comités. Merci pour votre confiance. Puis voilà, c'est une belle MRC. Puis je vais suivre ça de près, vos travaux et vos projets futurs. Merci à tous. Merci. On a donc une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Gérard Bruno, Mme France Bédard. Merci tout le monde. En novembre, juste rappelez-vous, ce n'est pas le 3e mercredi, mais c'est le 4e mercredi de novembre, parce que c'est l'adoption des prévisions budgétaires, puis la loi nous permet d'aller au 4e mercredi. En fait, on nous oblige à faire ça le 4e mercredi de novembre. Voilà. Bon retour tout le monde.